Suite aux délibérations du baccalauréat de cette année, le nombre de mentions très bien est de 370 et les meilleurs se présentent comme suit. 5e, Monsieur Bekoum Tchegoum Abiola Amour Ahmed, série D, avec la moyenne de 17,95. Donc mention très bien. Il nous vient du collège catholique Saint-Augustin de Natitengo. 4e, Mademoiselle Hungbeji Wefa Brunadine Immaculée, série C, 18,18. Mention très bien. Elle nous vient du collège catholique Notre-Dame des Apôtres de Cotonou. 3e, Monsieur Assoba Ifede Cédric Romaric, série C, moyenne 18,22. Mention très bien. CG1 d'Assazoumen. 2e, Mademoiselle Egunwale Etinouke Raïchatou, série G2, moyenne 18,30. Mention très bien. Qui nous vient du CP Saint-Mathieu 1 Calavi. Et maintenant le premier, c'est Monsieur Morgan Josué Saint-Martin Junior, série C, avec 18,33. Mention très bien. Et nous vient du collège catholique Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Boumé-Calavi. Ambiance matinale à la carrière de roche de Parakou. Ici, on y trouve des enfants de moins de 18 ans. Cette période de vacances semble être mise à profit par certains parents pour faire travailler leurs enfants. Une pratique pourtant interdite. C'est la loi qui l'interdit et c'est pour protéger nos enfants. C'est eux qui vont être à la tête de ce pays demain. Si dans ces travaux-là, ils perdent les yeux, s'ils sont handicapés, demain, qui sera à la tête de ce pays? On aura des éclopés et ce n'est pas une bonne chose. Cette descente de la direction départementale de l'eau et des mines du Borgo lance la campagne de sensibilisation contre le travail des enfants dans les carrières et mines du Borgo. Nous voulons interpeller les parents et tous les usagers à observer scrupuleusement le code minier qui, dans ces articles, demande que les enfants soient protégés et que leur travail soit interdit. La direction des mines, par l'entremise du chef service mine, mène des activités de contrôle à travers des descentes inopinées sur les carrières afin de s'assurer du respect des règles, celles qui consistent par exemple à faire construire des hangars sur les carrières afin d'offrir un cadre d'hébergement des enfants qui ne sont pas en âge d'être scolarisés et qui sont obligés de suivre leurs parents. Si on travaille pour les enfants, à quoi ça sert de les exposer au danger, au risque de les perdre très tôt ou de les rendre invalides à jamais? Le centre d'éveil et d'alphabétisation érigé par une ONG est l'une des initiatives qui permet de mettre ces enfants à l'abri du danger. Mieux, il leur donne un avant-goût de l'école formelle. Œuvrer en faveur du respect des droits et de la protection des enfants au Bénin. C'est le but principal de cette nouvelle signature de mémorandum entre SOS Village d'Enfants Bénin et le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Cette signature vient sceller le partenariat qui lie ses amis de longue date. Ce partenariat va se poursuivre dans le cadre de ce mémorandum d'attente pour les 4 prochaines années, avec l'appui technique et financier du ministère des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg et de notre association SOS Village d'Enfants Monde au Luxembourg, au travers d'un accord cadre de coopération au développement. Protéger l'enfant et maintenir un environnement affectueux pour son épanouissement, le combat mutuel de SOS Village d'Enfants Bénin et le ministère des Affaires sociales. D'ailleurs, sur ce plan, diverses actions sont en cours. Le cercle familial, en œuvrant en particulier avec les familles pour améliorer les pratiques parentales, pour
générer davantage de revenus pour répondre aux besoins des enfants, en œuvrant également avec les enfants eux-mêmes pour qu'ils puissent être acteurs de leur développement et de leur protection. Mes services compétents à divers niveaux, donc CPS, direction départementale et direction générale des affaires sociales, sont responsabilisés pour suivre et rendre compte régulièrement et systématiquement des progrès, mais également des difficultés qui pourraient survenir. Cet accord cadre de coopération au développement prend fin en 2026. Il est plus centré sur les localités d'Abomey-Calavi et de Parakou. Garantir une existence durable aux entreprises, c'est la principale raison qui a motivé la mise en route du projet de renforcement des capacités entrepreneuriales des petites et moyennes entreprises. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a fait l'option du faire-faire, c'est-à-dire quoi? La Chambre contractualise avec les structures d'appui à l'encadrement des entreprises pour pouvoir déployer les formations aux MPME qui vont bénéficier de l'accompagnement. Nous le savons tous, l'entrepreneuriat, c'est le socle, la base même du développement économique d'un pays, et que la CCI Bénin puisse apporter son soutien en partenariat avec la GIZ a fortement impacté, et cela positivement, la bonne gestion des entreprises et par ricochet le développement économique du pays. Au cours du lancement de ce projet, la CCI Bénin a procédé à une signature d'accord avec des structures d'accompagnement des entreprises. Le MPME constitue, comme vous le savez, la grande masse d'acteurs économiques productifs dans notre pays et présente un profil spécifique avec des besoins réels d'accompagnement pour passer de l'entrepreneuriat de survie à l'entrepreneuriat de croissance. Pour le gouvernement et son chef, le président Patrice Talon, le secteur privé est un acteur primordial et la clé de voûte de la croissance économique. C'est pourquoi nous souhaitons disposer d'une masse critique d'entrepreneurs en capacité de soutenir les ambitions du gouvernement pour la construction d'une nation économiquement moderne, dynamique et prospère, pour impulser et maintenir une croissance économique durable. Ce projet prendra en compte 400 petites et moyennes entreprises sélectionnées dans 35 communes du Bénin. Rémi Prosper Moretti n'est plus le vice-président de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel de l'UEMOA et de la Guinée. Il est promu au poste de président. Il est connu pour son sérieux, connu pour son expertise, connu pour son leadership. Donc nous sommes sûrs que la plateforme est entre de bonnes mains. C'est un pari que je ne peux remporter sans votre aide précieuse. Je compte donc beaucoup sur votre soutien et votre disponibilité habituelle. En ce qui concerne l'insécurité, je suis sûr qu'elle sera vaincue et les auteurs neutralisés grâce à la collaboration étroite de nos États et à la veille constante de chacun de nos régulateurs pour décourager les pyromanes tapis dans le rang de nos médias. Le président de la HAC du Togo, quant à lui, va assurer à compter de ce jour la vice-présidence de cette plateforme. Je félicite le nouveau vice-président pour sa brillante élection et le président sortant pour le travail louable et mémorable qu'il a abattu à la tête de la plateforme. Le Bénin prend ainsi les rênes de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel de l'UEMOA et de la Guinée pour les 2 prochaines années. Au terme de 3 jours d'échanges nourris, les participants ont adopté à l'unanimité le rapport général présenté en restitution des travaux de la 15e session. Une session qui constitue un pas de plus
sur les chantiers qui mènent à l'intégration juridique et judiciaire des États membres de l'AHJF. Nous devons, en tant que juges des hautes juridictions africaines, façonner la vie démocratique de nos États, écrire de nouvelles pages, de nouvelles belles pages de l'histoire de nos pays, fût-ce au prix de sacrifices. À présent que chacun a pu tirer la substantive moelle de la 15e session de formation, je me dois de m'acquitter d'un impérieux devoir, celui de nous inviter instamment à une restitution fidèle de nos acquis pédagogiques aux collègues restés en juridiction pour poursuivre l'œuvre de justice au bénéfice exclusif de nos concitoyens. La mutualisation à l'échelle de l'ensemble des animateurs des juridictions membres de notre association, des grands enseignements et de la plus-value pédagogique de nos rendez-vous annuels est, me semble-t-il, à ce prix. La justice au cœur du pacte démocratique entend ainsi jouer sa partition dans la consolidation et l'enracinement de l'état de droit en Afrique. Les prochaines assises se tiendront en novembre 2023 à Conakry, en Guinée, en plein processus de transition. La première session 2023 de la commission thématique formation et renforcement des capacités de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, offre l'occasion à ses membres de réfléchir aux mécanismes de motivation des différents acteurs de la décentralisation. Depuis pratiquement plus d'un an, nos collectivités territoriales ont changé de format en termes de fonctionnement. Il s'avère donc indispensable pour nous, ministère de la décentralisation en charge des collectivités territoriales, d'avoir un regard sur tout ce qui se fait dans ce domaine. D'après les concernés, la motivation des acteurs dans le cadre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation est indispensable pour un véritable développement à la base. Et avec le déploiement des nouveaux cadres tirés, il y a des anciens cadres également qui étaient là, où il faut voir comment les faire travailler ensemble, voir dans quelle mesure il faut les impliquer davantage dans la gestion pour optimiser un peu les résultats qui sont recherchés au niveau de nos communes. Il se trouve que cette réforme est exigeante. Elle attend beaucoup de résultats des différents acteurs, mais comme on le dit trivialement, après l'effort, le réconfort. Nous nous rendons compte que ce volet des motivations n'est pas toujours pris en compte suffisamment au titre de cette réforme-là. La commission pourra, après 48 heures de réflexion, faire un plaidoyer acquis de droit pour un meilleur traitement des acteurs de la décentralisation au Bénin. Une vingtaine de Caïmans déposés ce mercredi en prison par l'Office central de répression de cybercriminalité. Accusés pour la plupart d'escroquerie en ligne, d'arnaque, de prêts fictifs, ils sont présentés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Les juges ont donc décidé de les déposer à la prison civile de Misrété où ils ont passé la première nuit. Améliorer la résilience des populations vulnérables, notamment les petits exploitants agricoles, face aux effets néfastes du changement climatique à travers l'intégration de l'approche EBA dans les plans et politiques stratégiques de développement. C'est l'objectif de ces travaux de renforcement initiés par le projet d'adaptation basé sur les écosystèmes. Si dans une zone on n'a pas l'habitude de faire de carité et qu'on se lance dedans, ça ne marchera pas. Mais si dans cette zone, on remet la spéculation dans son milieu naturel, ça va beaucoup plus progresser. Le paysan va dépenser moins d'énergie. Il y aura moins d'efforts donc au niveau des communautés à la base comme au niveau central. Et nous aurons des résultats. Donc c'est ça l'approche EBA. Ceux qui sont les acteurs sur le terrain, qu'il faut les réunir cette fois-ci pour dire que nous avons remis à l'échelle ces pratiques des temps anciens qui ont été abandonnées. Nous les avons documentées et qu'on peut maintenant les remettre dans leur milieu pour pouvoir faire face au changement climatique. C'est une première expérience. C'est une chance pour nous, le directeur est là. Il est en train de faire vraiment un grand effort
en ce qui concerne, un autre sur le readiness. Intervenant sur les écosystèmes forestiers et agricoles, le PABE se frotte déjà les mains par rapport à ces résultats. Quand vous allez dans certains sites comme Bukombe, à Bakou ou bien à Bétérou, dans les forêts classées de l'OSN, vous voyez que commence pas à donner quelque chose dont le futur sera très très radieux. Nous avons choisi, par exemple pour l'agriculture résiliente, de faire la diffusion du soja avec Inoculum, qui est une technologie mise au point par l'INRAB, un atout très important, c'est qu'elle nous permet de pouvoir récupérer les terres. D'après le directeur général de l'environnement et du climat, l'approche EBA répond non seulement aux fonctions et services des écosystèmes, à la résilience des populations face à leur vulnérabilité, mais aussi aux problèmes de sécurité alimentaire. Ils sont environ 700 participants venus de cette région du scoutisme béninois à ce 4e camp mosaïque. Un grand rassemblement pour permettre à ces jeunes de s'épanouir et de se livrer à des activités saines. Nous pouvons citer comme activité le forum des jeunes sur l'extrémisme violent, la causerie sur la cybercriminalité et ses conséquences sur la couche juvénile, les Olympiades de football, de Buntu, les échanges sur la santé de la reproduction, l'emploi des jeunes et la réussite professionnelle, sans oublier les ateliers spécifiques. La jeunesse est aujourd'hui confrontée à plusieurs défis et les activités de ce 4e camp mosaïque tournent autour du thème « Notre temps, notre défi ». Ce camp représente une opportunité unique de nous rassembler, de partager nos expériences et de développer notre sens critique. Nous avons des défis environnementaux, des défis sécuritaires, des défis de l'emploi et des défis de développement communautaire. Je crois que ce thème vient à point nommé pour aguerrir les anciens et surtout donner la matière aux plus jeunes. Et ce thème est collé à la réalité actuelle de notre pays et de notre temps. Notre pays, notre continent et notre monde ont beaucoup de défis à relever. Et chacun de nous, en s'engageant pour servir, nous devons en prendre conscience. À l'occasion, le maire de Ouidah a été élevé au grade de membre d'honneur du scoutisme béninois. Le 4e camp mosaïque prend fin le 30 juillet prochain. Les hépatites B et C sont plus fréquentes de façon globale chez les personnes qui ont eu des transfusions sanguines, les personnes qui ont eu des tatouages, des scarifications, les usagers de drogue par voie sanguine, les professionnels de la santé sont à risque, les enfants nés de mères contaminées par l'un de ces virus, les personnes vivant en garnison ou qui sont emprisonnées, les personnes privées de liberté, les travailleurs de sexe sont les couches les plus exposées. Mais il faut dire qu'au Bénin, comme nous vivons dans une zone de haute endémicité pour ces virus-là, on devrait considérer que toute la population est potentiellement exposée. Nous avons remarqué à travers les travaux que l'hépatite B est un peu plus fréquente chez les sujets jeunes de la quarantaine. L'âge moyen est autour de 40 ans et c'est plus souvent les hommes. Tandis que l'hépatite C est plus fréquente chez les gens de plus de 60 ans et avec une légère prédominance chez la femme. Pour l'hépatite B, il existe un vaccin. Et donc, la prévention consiste à vacciner largement. Et notre pays a fait un gros progrès dans ce sens. Tous les bébés actuellement sont vaccinés dans les 24 premières heures de vie au Bénin. Pour ceux qui n'ont pas été vaccinés dans le bas âge, il est conseillé de faire le dépistage et si le test de l'hépatite B est négatif, se faire
vacciner contre cette maladie. On conseille aussi le dépistage prénuptial avant de se mettre ensemble. Il est important de faire le test dans le couple, sinon on risque de contaminer l'autre. Et si on a un nouveau partenaire sexuel, avant les premiers rapports sexuels sans préservatif, il faut absolument se faire tester. Le don est composé d'un tracteur avec remorque, d'un semoir, d'un gyrobroyeur, d'un pulvérisateur et d'une charrue. Le donateur voudrait par ce geste rehausser le niveau de production agricole des producteurs de Zobodome, sa commune d'origine, à travers la ferme Fondakise. Tous ces matériels, c'est pour le développement agricole de la localité d'Akiza, de la commune de Zobodome. Donc, elle a pour mission de vulgariser un certain nombre de produits agricoles et de former un maximum de jeunes au métier agricole. Grâce à ces matériels agricoles, les producteurs pourront désormais emblaver jusqu'à 500 voire 1000 hectares de production pour une campagne agricole. Ça, c'est la Rolls Royce de Souma, c'est un modèle français avec des systèmes qui, de niveau. L'agriculture n'est pas facile. Nous saluons aujourd'hui la réception de tous ces équipements qui viennent pour renforcer la productivité et la production agricole, non seulement sur la ferme Fondakise, mais également dans la commune de Zobodome. Les équipements offerts ont été acquis sur fonds propres de la fondation Zéphirin Kenjanhoundé pour un montant de plus de 50 millions de francs CFA. Au Niger, le général Abdourahmane Tiani s'est exprimé à la télévision nationale. Il a lu un communiqué en tant que président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, la junte qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Il justifie à nouveau le coup d'État par la dégradation continue de la situation sécuritaire dans le pays et la mauvaise gouvernance économique et sociale. L'action du CNSP est motivée par la seule volonté de préserver notre chère patrie face, d'une part, à la dégradation continue de la situation sécuritaire de notre pays, et cela sans que les autorités déchues ne nous laissent entrevoir une véritable solution de sortie de crise. D'autre part, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Le président kényan William Ruto condamne le coup d'État qui a chassé du pouvoir Mohamed Bazoum. Le chef de l'État kényan a déclaré que son pays se joint au reste du monde pour condamner avec la plus grande fermeté cet acte inconstitutionnel qui porte atteinte à la démocratie. Il appelle également à la libération du président Mohamed Bazoum. Le Sénégal présente un plan de lutte contre le phénomène de l'immigration clandestine sur 10 ans. Ce plan va être financé par le budget national et des partenaires extérieurs. Le Sénégal vient ainsi de se doter pour la première fois d'une stratégie en matière de gestion de la migration. Monsieur le Président de la République Macky Sall avait demandé au gouvernement d'élaborer cette stratégie nationale, fruit de consultations et de réflexions approfondies avec des experts, des organisations de la société civile et des acteurs concernés. Elle vise à aborder les causes profondes de la migration irrégulière. On souhaite qu'une loi puisse être adoptée au Parlement afin de mieux protéger les journalistes. Une partie de la rédaction du journal du dimanche s'est réunie en France pour demander au gouvernement d'instaurer un droit d'approbation des journalistes quant à la nomination de leur directeur ou directrice de la rédaction. Cela fait 36 jours que l'hebdomadaire est en grève pour protester contre la nomination de Geoffroy Lejeune au poste de directeur de la rédaction. On est toujours autant mobilisés depuis le premier jour. Bien sûr, on ne pensait pas aller aussi loin dans la grève, mais malheureusement, les négociations n'ont pas abouti avec la direction pour obtenir ce qu'on souhaitait.
On reste maintenant toujours ouvert à une discussion et un dialogue construit avec la direction pour pouvoir trouver une solution à cette sortie de crise.